Donc bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Énergie qui est organisée en partenariat avec la Banque des Territoires et qui est dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc cette webconférence, elle fait partie d'un cycle qui est composé de 4 webconférences que nous allons vous proposer tout au long de l'année 2020. Donc là-dessus, je ne vais pas en dire davantage et je laisserai Sébastien vous présenter un petit peu plus en détail ce cycle juste après. Donc revenons en tout cas en ce qui nous concerne à la session d'aujourd'hui, qui est la deuxième webconférence de ce cycle et donc qui est centrée sur les outils de pilotage énergétique. Donc cette nouvelle webconférence, elle vous permettra de découvrir la méthodologie des experts de Sobre Énergie, méthodologie qui vous permettra de faire parler vos données énergétiques et de leur donner tout leur potentiel. Donc, vous l'aurez compris, cette session, elle a pour objectif, d'une part, de vous faire découvrir la méthodologie de Sobre Énergie, de transformer aussi vos axes d'amélioration en actions concrètes, de créer une dynamique autour des enjeux d'avenir, et puis bien évidemment de générer des économies d'énergie. Donc, pour cette nouvelle session, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Sébastien Ilouz, qui est responsable investissement efficacité énergétique des bâtiments à la Caisse des dépôts. Et à leur côté Sobre Énergie, nous avons Madame Sylvie Méran-Ifra, qui est responsable marketing chez Sobre Énergie, Monsieur Mathieu Gravelet, qui lui est Energy Manager également chez Sobre Énergie, et puis Monsieur Thomas Omirda, qui est également Energy Manager chez Sobre Énergie. Donc déjà, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, merci. Bonjour. Et alors, juste avant de leur céder la parole, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous. Donc, vous avez des questions, vous avez envie de nous partager un petit peu votre ressenti par rapport à tout ce qui va vous être exposé, ou vous souhaitez tout simplement partager votre expérience. Sachez que vous avez un module de dialogue qui s'appelle Q et R comme question-réponse, qui est situé tout en bas, et donc qui va vous permettre d'échanger avec nous tout au long de cette matinée. Donc voilà, je n'en dis pas plus et je laisse le soin pour commencer à Sébastien de vous en dire un petit peu plus sur le cycle que nous vous avons concocté. Donc très bonne conférence à tous. Allez-y Sébastien. Merci Alicia. Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Ilouz de la Banque des Territoires. Je vais vous présenter très rapidement pour lancer cette séquence. D'abord, partager mon écran. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui pour cette deuxième conférence du cycle de conférences Banque des Territoires sur la stratégie patrimoniale, des outils de pilotage énergétique, comme le disait Alicia. Donc, assez rapidement, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois. Alors, c'est normalement, hop, excusez-moi, c'est censé changer le slide. Voilà, c'est parfait. Rapidement, le tertiaire public, eh bien, la Banque des Territoires accompagne les collectivités pour la rénovation de leur patrimoine et c'est un travail très important. Quelques chiffres que je rappelle toujours. Donc, c'est 350 millions de mètres carrés si on prend en compte l'ensemble du patrimoine public. Si maintenant on zoome sur le patrimoine des collectivités territoriales, on est sur 280 millions de mètres carrés répartis suivant le bloc communal, les départements, les régions. Principalement, on a beaucoup de bâtiments d'enseignement, donc c'est pour nous un enjeu particulier à la fois sur le plan symbolique, puisque ce sont les nouvelles générations qui vont être dans ces écoles, dans ces collèges et dans ces lycées, et puis en même temps très important parce que à donner des conditions de confort dans l'enseignement, c'est aussi donner tout le potentiel à cette nouvelle génération, et puis symboliquement pour le développement durable, c'est important, mais il y a aussi bien évidemment d'autres équipements, des équipements sportifs, des maisons de retraite, des bâtiments d'administration. Donc tout ça ont des niveaux de complexité très différents. On pourrait citer les piscines, ô combien complexes et ô combien consommateurs d'énergie. Donc nous, on accompagne la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités, comme je le disais, dans le cadre du grand plan d'investissement sur la rénovation de ces bâtiments. Depuis mai 2018, on a lancé le programme dans le cadre du grand plan d'investissement. C'est 3 enveloppes.
500 millions d'euros d'autorisation de soutien à l'investissement local, enveloppe qui, là, dans le cadre du plan de relance, a lui-même été rehaussée et donc on aura des montants plus importants sur la décile. 2 millions d'euros de prêts, donc ce sont notamment le produit prêt Ambre qui, encore dans le cadre du plan de relance, va être bonifié de manière à pouvoir permettre des prêts à des taux plus faibles pour la rénovation des bâtiments des collectivités. Et puis 500 millions d'euros de fonds propres. Ces fonds propres, c'est pour réaliser des marchés de partenariat de performance énergétique, donc des contrats de performance énergétique. C'est fait pour réaliser des actions de type intracting sur le patrimoine des collectivités et pour compléter cette palette d'outils qui permet d'agir sur la sobriété énergétique du patrimoine des départements, des régions et des communes. Donc, globalement, je vais le faire rapidement parce que pour les auditeurs les plus attentifs, j'en avais déjà parlé la dernière fois, on vous accompagne sur toutes ces étapes, cette mise en œuvre de cette stratégie patrimoniale, que ce soit sur des opérations ponctuelles à l'échelle d'un bâtiment, comme sur les opérations plus importantes, des contrats de performance énergétique globaux sur un patrimoine, des montages en accord cadre de marché de partenariat. Voilà, nous sommes à votre disposition ainsi que les directions régionales pour vous accompagner sur ces sujets. Petit point d'actualité, le lancement du programme ACT2, donc, qui est piloté par notre partenaire de la FNCCR. Et donc, c'est un programme assez important quand même qui vise à accompagner la rénovation des patrimoines des collectivités en apportant des financements, donc des subventions sur les audits, sur l'instrumentation, justement, puisqu'on en parle aujourd'hui, et sur le financement de personnes pour accompagner ces projets. Donc, cette candidature est ouverte. Je vous invite à vous renseigner en allant sur le site d'Acté. L'objectif, c'est de créer de la coopération entre établissements de différents niveaux. Donc, par exemple, une commune avec son syndicat d'énergie, une commune avec sa communauté d'agglomération, mais ça peut aussi être avec son département ou sa région, pour essayer de mutualiser un maximum d'actions et pour pouvoir, comme ça, plus facilement pouvoir agir sur son patrimoine. Alors, revenons sur notre sujet, la gestion patrimoniale, enjeux et méthodes. Pourquoi est-ce que nous insistons, nous, beaucoup sur ce sujet-là? Parce qu'au-delà du simple geste, je dirais, technique et d'ingénierie de mettre en place une gestion patrimoniale, et donc d'assurer une gestion efficiente sur le long terme, c'est aussi prendre en compte un certain nombre de contraintes techniques pour pouvoir améliorer ce patrimoine. Donc, les sujets de mise en conformité, les sujets d'état d'entretien, le décret tertiaire bien évidemment, mais aussi les questions de confort, d'usage, d'amélioration des fonctionnalités. Pensez que la plupart des bâtiments ont été construits avant les années 70 et donc on n'est pas dans une école, dans un collège, dans une mairie. On ne travaille pas de la même manière qu'on travaillait à 50 ans et donc tout ça doit aussi évoluer. Mais au-delà de ça, c'est aussi informer les élus et les mobiliser donc du coup sur le terrain pour pouvoir ensuite avoir les moyens de cette politique patrimoniale et donc les associer dès le début, c'est quelque chose de primordial. Et enfin, c'est aussi une manière de décloisonner entre les différents services qui sont amenés à gérer le bâtiment pour fédérer autour de cette démarche co-construite. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec les interventions des équipes de Sobre. Décloisonner, c'est aussi se donner les moyens d'avoir ensuite un projet qui va plus facilement passer chacune des barrières pour, in fine, être réalisé. Sur la méthode, eh bien, beaucoup de questions à se poser pour connaître et mesurer, pour évaluer le potentiel des actions qu'on a définies, pour planifier cette stratégie, et puis enfin pour agir véritablement sur le patrimoine et avec quelle méthode. Aujourd'hui, donc, après une première conférence qui s'est déroulée le 11 juin sur la connaissance du patrimoine, on va travailler sur les outils de pilotage énergétique. On aura aussi l'occasion, le 1er octobre 2020, de lancer la 3e conférence qui sera là sur la mise en place d'une stratégie patrimoniale et on aura l'intervention de l'association Négawatt, de l'ACET, du département du Tarn et de la ville de Lille. Voilà, nous allons pouvoir lancer cette 2e conférence. Donc, je vais vous laisser avec Sylvie, Mathieu et Thomas qui vont vous pouvoir partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire et répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi mettre en place un outil de pilotage énergétique? Que doit produire cet outil? Pour qui? Est-ce qu'un outil de pilotage, au sens technique du terme, suffit à assurer
le pilotage énergétique de ces bâtiments, comment gérer ces données, quelles erreurs éviter et quels facteurs de succès. Je vous laisse donc avec Sylvie, Mathieu et Thomas. Merci Sébastien, je prends donc la main. Merci d'être avec nous ce matin. Comme l'a dit Sébastien, nous sommes Sobre Énergie et nous allons vous présenter quelques outils pour aider au pilotage énergétique de vos bâtiments. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. Parfait. Super. Donc, Mathieu et Thomas sont nos Energy Managers. En quelques mots et très rapidement, Sobre Énergie, nous sommes une société de conseil stratégique et opérationnelle de management de l'énergie. Nous sommes spécialisés dans la gestion des grands parcs immobiliers. Notre action, c'est d'aider les collectivités et les entreprises à réussir leur transition énergétique. On le fait en actionnant plusieurs leviers, vous le verrez. Notre plateforme Datamark, on travaille de nouveaux référentiels et nous animons des communautés à la fois techniques et d'occupants pour rendre ces économies pérennes. Nous mettons en œuvre une stratégie d'intelligence énergétique en activant ce qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire l'association des hommes et des data. Mais pour ce faire, je laisse la parole à Mathieu qui va rentrer va vous présenter les enjeux de ce pilotage énergétique. À toi, Mathieu. Merci Sylvie. Alors effectivement, avant de savoir comment on engage une transition énergétique, il est intéressant de savoir pourquoi elle est nécessaire. Donc je vais commencer par ça. C'est un concept qui est apparu en 1980 en Allemagne sous forme d'un livre blanc et c'est depuis devenu un sujet sociétal très important pour de nombreuses raisons à juste titre. On peut citer les problèmes environnementaux et la lutte contre les changements climatiques, les questions de santé publique et de sécurité des systèmes de production, également la décentralisation des infrastructures et la relocalisation des emplois de manière durable sur les territoires, la réduction des inégalités d'accès à l'énergie, ou encore la question de l'indépendance énergétique et de la souveraineté énergétique. Donc, outre ces enjeux sociétaux, il y a aussi cette transition énergétique est nécessaire parce que la réglementation nous y oblige. Vous connaissez le décret tertiaire, mais il y a aussi la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui fixe 8 grands objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les programmations pluriannuelles de l'énergie qui en découlent, ou encore plus récemment la loi énergie-climat de novembre 2019. On a donc un vrai cadre réglementaire ambitieux et rigoureux qui s'est construit et qui doit servir de feuille de route pour engager ces transformations. Mais aussi, cette transition énergétique est également nécessaire pour des raisons économiques et financières. C'est un moyen de réduire la facture énergétique et d'en maîtriser les risques. À titre d'exemple, le prix de l'électricité a doublé entre 2010 et 2020 et l'évolution des prix des combustibles fossiles est en constante hausse. Abordons maintenant le comment on engage cette transition énergétique. Il faut bien retenir que c'est un processus itératif d'amélioration continue. Donc c'est je planifie, je fais, j'évalue et j'agis en conséquence pour progresser d'année en année. Donc la première chose à faire, c'est de construire sa politique énergétique. Il faut prévoir une gouvernance, des responsabilités, un périmètre d'engagement et s'assurer de l'adhésion de la direction qui est vraiment une des conditions nécessaires au leadership et à la réussite du projet de transition énergétique. S'ensuit une phase de planification énergétique où, après une analyse et l'identification des usages énergétiques significatifs, il faut se fixer des objectifs. Ces objectifs, ils ne peuvent pas être moins contraignants que la législation, bien entendu, et il faut définir des indicateurs de performance énergétique pour suivre leurs évolutions depuis une année de référence déterminée. Ensuite, il faut formaliser et mettre en œuvre des plans d'action et suivre leur impact pour ajuster sa trajectoire aux objectifs fixés. C'est ainsi que le processus itératif, vous voyez, s'engage et que l'on peut progresser dans la performance énergétique d'année en année.
Alors, le pilotage énergétique, il est conditionné par la mise en place d'un système de management de l'énergie et il nécessite des outils de suivi, de pilotage et d'aide à la décision. Il faut pouvoir être capable de traiter, vous voyez, et de centraliser un très grand nombre d'informations, de données d'ambiance, patrimoniales et des consommations qui sont propres au bâtiment. Il faut également les recroiser avec les facteurs d'influence, les données météorologiques, les abonnements des contrats et de fournitures auxquels vous avez souscrit, etc., etc. Donc, on a là une très grande complexité de données et d'informations à traiter. Et c'est pour cela qu'il faut se doter d'outils comme une plateforme data pour automatiser certaines tâches et se concentrer soi-même sur le pilotage, les contrôles et les mesures correctives nécessaires. Donc, pour être un outil de pilotage énergétique, la plateforme data, elle doit répondre à certains critères. Elle doit, grâce aux données qui seront collectées, traitées puis restituées, vous permettre de suivre l'évolution des consommations, piloter les indicateurs de performance énergétique via un tableau de bord, également comparer des différents bâtiments pour, en fonction de la stratégie énergétique que vous auriez fixée, arbitrer et agir sur les bâtiments les plus énergivores et sur les usages énergétiques significatifs. Donc, cette plateforme, elle se doit d'être un outil pour avoir un pilotage à 360 degrés pour réduire le plus efficacement les consommations énergétiques, vous permettre de conduire le changement dans vos organisations en suscitant l'adhésion de toutes les communautés via le partage d'indicateurs pertinents, intelligibles et motivants, et enfin, pour mieux connaître et valoriser votre patrimoine immobilier. Et c'est donc sur cette plateforme data que l'ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre et à la gestion du système de management de l'énergie sont regroupées. Donc voilà, pour récapituler, la maîtrise de l'énergie, elle se déroule vraiment en 4 étapes clés d'évolution. Donc dans un premier temps, c'est je constate avec les données, les consommations, les premières analyses. Ensuite, je comprends en analysant et définissant les usages énergétiques significatifs. Par la suite, j'agis en mettant en œuvre des plans d'action et mobilisant les occupants. Et je maîtrise en gardant vraiment en tête la démarche d'amélioration continue où on s'auto-évalue et on performe de façon itérative d'année en année. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Thomas qui va entrer plus en détail sur les méthodes pour faire parler la data. Merci Mathieu. Oui, du coup, on va parler de comment faire parler la donnée. Et cela, on va passer par différents points de vue et on peut commencer déjà par le profil de consommation énergétique des bâtiments. Donc, comme le dit Mathieu, dans un premier temps, il faut déjà constater ce que l'on peut avoir sur son propre parc de bâtiments. En regardant le profil de consommation énergétique du bâtiment, on peut déjà en tirer pas mal d'informations. Et on pourrait aussi rattacher ces informations avec des données plutôt patrimoniales, avec la superficie, les effectifs, etc. Donc, l'idée de faire ce profil énergétique, ça nous permettrait de cartographier le parc de bâtiments. Parce que si on prend l'exemple que vous voyez ici, sur un parc qui contient plusieurs milliers de bâtiments, l'idée, c'est de ne pas mettre les efforts au même endroit. Parce que si vous regardez le graphique, en rouge, vous avez le nombre de bâtiments qui sont répartis sur 3 catégories. Et en vert clair, vous avez la consommation de ce parc répartie toujours sur ces 3 catégories. Et en fait, on s'aperçoit que la grosse moitié de consommation ou de facturation du parc se situe uniquement sur la catégorie de droite. Donc, ça permet d'arbitrer sur les efforts à mettre en œuvre selon le profil énergétique du bâtiment. Et donc, vous pouvez, grâce à ça, adapter l'accompagnement et la mise en place des équipements en conséquence avec des investissements dits intelligents. Avec d'autres données, on pourrait en tirer, par exemple, l'évolution d'une année sur l'autre, l'évolution énergétique d'une année sur l'autre, et donc visualiser la stratégie énergétique mise en place. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? Mais on pourrait également, avec le graphique en haut à droite, prioriser les actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez catégorisé votre parc, comment savoir par quel établissement commencer? Parce que ça va être très difficile de commencer par tous les établissements en même temps. Donc, l'idée, c'est de prioriser selon différents indicateurs qu'on peut avoir. Donc, sur ce graphique, plus vous êtes excentré de l'axe vertical de leurs données, plus votre consommation ou votre facture
est importante. Donc, qui dit grosse consommation, dit potentiellement de l'optimisation énergétique à effectuer. Mais on pourrait aussi partir sur des étiquettes énergétiques, les étiquettes DPE avec les étiquettes multicolores que vous pouvez voir en bas, et se dire, je vais commencer par faire mes analyses, mon optimisation énergétique sur les étiquettes les plus consommatrices. Et pareil pour les étiquettes climat avec les gaz à effet de serre. Bien sûr, pour tirer des indicateurs comme ceux-ci, il faut énormément de sources. Qui dit énormément de sources dit des sources hétérogènes avec des formats très compliqués et très complexes. Donc, ça va passer par de la facturation multifluide, de la consommation réelle via des capteurs, des données qu'on peut récupérer via les fournisseurs, mais également des relevés d'index que mettent en place des relevés faits par des mainteneurs. Mais il y a également des données patrimoniales et techniques, et on pourrait même récupérer des données d'audit. Et pour l'exemple, sur le groupe La Poste, en parlant que des capteurs de IoT, donc uniquement cette partie-là, on voit que sur un échantillon de 2500 capteurs environ, il y a déjà 26 millions de données. Donc, c'est énormément de données à traiter, sans parler des différents formats qui peuvent être très complexes. Donc, l'idée de la plateforme, c'est de centraliser et de fiabiliser toutes ces données. Et cela passe par une donnée homogénéisée. Donc, avec cette homogénéisation, on va pouvoir créer des indicateurs sur l'ensemble des bâtiments monitorés. On va pouvoir visualiser des coûts mensuels liés à la facturation, faire un suivi des consommations. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur des Excel. Mais là, l'idée, c'est que tout va être homogénéisé avec des mêmes formats. Et donc, vous allez pouvoir comparer des bâtiments de même typologie et ainsi observer la signature des bâtiments et adapter vos actions en conséquence. Donc ici, vous pouvez voir un exemple de différentes sources de données qu'on pourrait avoir. Donc, ça peut être des données multifluides. Vous pouvez avoir de la facturation simplifiée, donc juste récupérer de la consommation ou de la facturation en termes de coûts. Mais vous pouvez également récupérer de la facture détaillée, donc avec tout le coût d'acheminement, toutes les taxes, etc., toutes les tranches euro-saisonnières de votre compteur, etc., par exemple. Et l'idée, c'est de les corréler avec d'autres sources de données différentes pour permettre la fiabilisation de votre donnée. Parce que qui nous dit que la facture, c'est exactement ce que vous devez être facturé. Donc, l'idée, c'est de mettre en place d'autres moyens de récupération de sources. Donc, par exemple, la télérelève avec des capteurs compteurs ou des points 10 minutes ou, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des relevés d'index et en corrélation avec des capteurs d'ambiance pour récupérer le fonctionnement global du bâtiment au niveau des températures, luminosité, présence, hygrométrie, etc. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes ces données, l'idée, c'est de les comparer. Comme ça, on peut apporter une fiabilisation plus importante sur la donnée. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous dit que la facture que vous recevez correspond exactement à ce que vous avez consommé. Donc ici, si vous regardez ce graphique, en rouge, vous avez de la consommation facturée qui est comparée mensuellement sur une année avec des consommations qui sont mesurées, donc soit par des capteurs, soit avec des consommations via des relevés compteurs, enfin des relevés Enedis dans ce cas-là, et comparé des fois à des consommations index. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins deux sources de données. Après, plus vous en avez, plus vous pouvez fiabiliser la donnée et être sûr de ce que vous êtes facturé. Ensuite, on peut aussi avoir des capteurs IoT. Donc, l'idée, c'est de comprendre plus en détail le fonctionnement global du bâtiment. Parce que globalement, quand on dit qu'il fait chaud dans un bâtiment, OK, quand on est dans le bâtiment, on ressent cette chaleur. Mais après, la nuit, comment savoir comment évolue le bâtiment? Eh bien, avec des capteurs IoT, on arrive à faire un relevé de mesure assez constant pour faire un suivi et observer est-ce que les actions qui sont mises en place, est-ce que par exemple, si on prend un cas très simple, la température avec un réduit de chauffage l'hiver pour les périodes de nuit, est-ce que le réduit est bien appliqué? Et donc, grâce à des capteurs placés de manière stratégique, vous pouvez suivre l'évolution de ces actions.
On peut proposer aussi des visions, des restitutions beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus visuelles pour des personnes qui ne sont pas forcément techniques. Donc, les plateformes aussi se proposent de restituer des informations de manière beaucoup plus simplifiée. Donc ici, c'est la retranscription des capteurs d'ambiance, donc température, luminosité, etc. Et en fait, ça permet de comparer rapidement est-ce que les températures, par exemple, respectent bien les températures de consigne qui ont été fixées dans le bâtiment et voir pousser une alerte selon la donnée que l'on reçoit. Avec l'ensemble des informations qu'on peut récupérer, on est capable également de pouvoir faire une quantification des différentes énergies utilisées sur un site ou sur un multisite, parce que l'idée, c'est d'être assez flexible dans la restitution qu'on peut en avoir sur le parc. Donc, vous pouvez avoir ça en termes de consommation, mais également en termes de coût. Et après, vous pouvez sortir un indicateur sur le coût de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que vous faites forcément des économies d'énergie que votre facture va diminuer. On sait tous que le coût de l'énergie est amené à augmenter dans les prochaines années. Et donc, c'est aussi un indicateur qu'il faut savoir maîtriser. Autre indicateur qui devient de plus en plus important, c'est l'équivalent CO2. On voit aujourd'hui dans le secteur de l'automobile, il y a de plus en plus de réglementations qui sortent pour régulariser toutes ces consommations de CO2 avec des bonus-malus. Pour les bâtiments, c'est également un enjeu parce que le bâtiment est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, avec une restitution, vous pouvez suivre l'évolution du CO2 tout au long de l'année avec des étiquettes. Mais également, l'intérêt, c'est de pouvoir représenter ce que représente le CO2 dans l'environnement. Donc, typiquement, les tonnes équivalent CO2, ça pourrait représenter un nombre de trajets aller-retour Paris-New York. Donc, l'idée, c'est vraiment de vulgariser le langage pour que ça parle au plus de personnes possible. On pourrait également faire des fiches synthèses. Donc, ça, c'est une petite, on va dire, état de santé de l'établissement très rapide. Donc, on retrouve les étiquettes DPE, donc, avec les différentes catégories de kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an, et des étiquettes climat, donc avec les gaz à effet de serre. Selon l'effort qui est mené sur l'établissement, donc est-ce que vous allez équiper l'établissement de capteurs, vous pouvez visualiser la répartition par usage sur votre bâtiment. Donc, ça vous permettrait de vous concentrer principalement sur du chauffage si votre facture est en 3/4 dépensée dans le chauffage. Voilà, c'est une information qui vous permettrait déjà aussi d'adapter vos actions selon les données que vous avez. Et également, vous pouvez indiquer des objectifs. Donc, savoir un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, des objectifs. Pour savoir est-ce que vous êtes sur la bonne voie en termes de stratégie énergétique ou est-ce que vous êtes sur la dérive, etc. Donc, c'est des indicateurs qui vous permettent de savoir des jalons qui vous permettent de valider ou non votre stratégie. Avec l'ensemble des informations qu'on dispose, on peut également connaître les consommations et les émissions de gaz à effet de serre par usage détaillé. Si on rajoute encore plus d'informations, on pourrait avoir une approche détaillée des actions à réaliser. Et du coup, ça permet d'avoir une projection sur les économies et les coûts associés à ces... donc là, on pourrait parler presque de rénovation ou gros travaux. Ça pourrait vous donner une idée de ce qui pourrait être lancé à l'avenir et du coup, suivre d'avoir une projection sur le budget. Donc, maintenant qu'on a fait parler la donnée, c'est d'apporter de la plus-value à cette donnée, donc de passer à des plans d'action. Comment les mettre en œuvre? Donc, on l'a vu, on peut avoir énormément de sources de données différentes avec des formats très complexes. Et donc, il faut savoir que c'est quand même c'est un peu la clé pour faire du traitement de la donnée, c'est de la fiabiliser, cette donnée. Et cette donnée, pour la fiabiliser, il faut qu'il y ait des personnes derrière pour qu'elles puissent formater toutes ces données et pouvoir vous donner une restitution sur une plateforme et comparer l'ensemble de ces données. Donc, ensuite, une fois que le traitement de la donnée et la fiabilisation de la data a été effectué, vient l'accompagnement avec l'Energy Manager.
Donc, son rôle, ça va être d'analyser toutes ces données, données de capteurs ou données de consommation fournisseurs ou multi-sources, et de détecter les dérives de consommation et les analyses de leurs causes. À partir de ça, il va vous accompagner dans la proposition d'action et il va prendre une casquette de gestion de projet parce que tout n'est pas d'analyser les données, mais il faut aussi une gestion de projet pour que la mise en place des actions soit cohérente avec les occupants ou les personnes référentes sur l'établissement. L'idée aussi, c'est de faire des reportings sur des plans d'action et de suivre l'implication et la mise en place de tout ce qui aura été préconisé. Comme on peut le voir, il faut axer les plans d'action, qu'ils soient génériques ou spécifiques, par étapes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'intérêt de commencer par des gros travaux directement, parce qu'il y a peut-être plein d'actions en amont qui peuvent être effectuées avant de faire des gros travaux, parce que peut-être que le gros travaux que vous allez lancer ne va peut-être pas régler la dérive qui avait été notifiée avant. Donc, l'idée, c'est de commencer par s'intéresser à des usages comportementaux et opérationnels. Donc, on va prendre connaissance de toutes ces informations. Ensuite, une fois que toutes les actions qui seront liées à ces usages seront effectuées, on va pouvoir se lancer dans une deuxième étape sur des petits travaux, donc type régulation, etc. Et enfin, on va, dans un dernier temps, se lancer dans des gros travaux. Et là, on va toucher au bâti. Donc, ça demande un réinvestissement, alors que les usages, pas forcément. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de hiérarchiser ces actions pour être logique dans sa transition énergétique. Un facteur également très important, c'est la communication au sein de l'établissement. Parce que si vous agissez uniquement sur la partie technique, vous aurez des résultats. Mais si vous agissez également sur les occupants et la communication au sein des établissements, l'évolution, l'implication des personnes sera d'autant meilleure. Et donc, ça va passer par la formation aux outils proposés, donc potentiellement des formations à une plateforme, mais également diffuser des kits de communication ludique, proposer des challenges pour comparer des bâtiments ensemble et mesurer leur performance. Et du coup, en fait, on s'aperçoit qu'il faut communiquer au niveau de la stratégie, mais également faire retourner les résultats de ces actions menées, parce que du coup, les gens se sentent plus impliqués sur ce qu'ils font tous les jours. Ici, on peut voir que, en fait, c'est un schéma représentatif de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que par la plateforme, on va déjà analyser toutes les données qu'on peut recevoir. On va proposer des plans d'action, donc on va démarrer le pilotage sur les différents usages que je vous ai présentés. Et en fait, l'idée, c'est de mesurer l'ensemble de ces actions, de voir quel a été leur impact et de capitaliser sur les actions qui ont été mises en place. Et une fois que ces plans d'action ont été mis en place, c'est de relancer un nouveau plan d'action pour arriver sur une seconde étape, et tout ça dans un process itératif de l'intelligence énergétique pour toujours améliorer, pour toujours être dans une amélioration continue de l'énergie. On passe avec une vision sur le suivi justement des actions. Donc, il est important de savoir comment sont menées les actions. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui vont être refusées parce que les occupants ou les personnes référentes vont trouver qu'elles sont inadaptées? Savoir combien d'actions peuvent être planifiées ou en attente et combien d'actions ont été réalisées. Donc, l'ensemble de ces informations est importante pour l'analyse des indicateurs, pour savoir, pour visualiser l'impact de chacune des actions. Et une fois que vous avez mesuré l'impact de ces actions, vous pouvez théoriser certains gains financiers ou énergétiques. Vous pouvez voir la répartition des actions, donc savoir est-ce que vous avez plutôt axé vos actions sur de la sensibilisation, est-ce que c'était plutôt sur de la maintenance ou de la gestion de contrat, etc. Et l'idée, c'est, grâce à ce suivi, c'est de recapitaliser et de relancer de nouveaux plans d'action pour toujours être dans cette amélioration continue. Donc maintenant, je vais passer la main à Mathieu qui va vous expliquer, une fois que vous avez fait parler de la donnée et que vous avez lancé des plans d'action, comment mesurer les impacts sur les bâtiments.
Effectivement, merci Thomas. Alors, c'est ce qui nous permet maintenant d'aborder la partie de l'auto-évaluation qui démarre dans un premier temps par l'analyse comparative des consommations par rapport à l'année N-1 et l'année de référence qui aurait été définie. Ensuite, il faut bien entendu relativiser ces résultats par rapport aux évolutions des facteurs d'influence afin d'analyser la cohérence avec le système de management de l'énergie. Typiquement, la période de confinement qu'on a vécue, elle devrait traduire sur les bâtiments une évolution significative des consommations des bâtiments qui ne saurait être rattachée aux actions de performance énergétique qui auraient pu être engagées. Donc voilà. Ensuite, il y a l'évolution se poursuit par une analyse des consommations au regard des objectifs et des échéances qui ont été fixées, avec une comparaison des performances du bâtiment par rapport à sa cohorte du parc immobilier et des étiquettes énergie et climat, ainsi que la réalisation d'une revue énergétique, hein, vraiment qui puisse servir de document officiel pour le suivi de la stratégie énergétique. Mais il faut aussi faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre des actions, de performance énergétique pour capitaliser et instaurer des plans d'action plus spécifiques au bâtiment dans les années suivantes. Ensuite, et enfin, l'évaluation de l'adhésion de la communauté technique et des occupants. Elle doit se mesurer via le taux d'engagement sur la plateforme et sa prise en main, le taux de participation, la sensibilisation, les retours d'expérience sur les plans d'action et évidemment l'évolution des indicateurs de performance énergétique qui traduisent l'engagement de toutes les communautés, qu'elles soient les occupants ou les communautés techniques sur site. Enfin, l'engagement et l'adhésion et l'appropriation des enjeux par différentes communautés est un point essentiel à la réussite de la transition énergétique. Et c'est la raison pour laquelle il est également important de communiquer au sein de son organisme pour partager les bonnes pratiques et les performances pour créer des synergies autour de tous ces enjeux. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Sylvie qui va conclure. En tout cas, merci Mathieu, merci Thomas. En effet, pour conclure, et c'est ce qu'on a voulu vraiment faire passer comme message, l'ensemble du management de l'énergie et l'ensemble de ces outils sont en effet des données, mais aussi des hommes. On ne peut rien faire qu'avec les données. Cette association hommes et données se trouve dans tous les grands chapitres du management de l'énergie que vous avez à l'écran. L'inventaire technique, l'instrumentation, le pilotage et le suivi, l'alerting, tous ces éléments qui constituent l'essentiel du management de l'énergie ont une clé de succès. C'est en effet l'association des hommes et des data. Vous l'avez vu, on a essayé d'être assez synthétique sur les outils et le pilotage, montrant qu'en effet, elle s'effectuait en boucle et en boucle itérative pour garantir une amélioration continue, parce qu'un pilotage se fait dans un temps continu. Voilà, écoutez, on conclut ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alicia, avez-vous des questions dans les Q&A? Alicia? Eh bien, merci à tous pour votre présentation. Donc, effectivement, hein, les participants le savent très bien, donc je vous laisse le soin de nous partager donc vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le module de dialogue et à nous communiquer donc soit vos questions, soit vos remarques, mais également vos retours d'expérience si de votre côté, bien évidemment, c'est quelque chose que vous envisagez ou que vous faites déjà. Alors, première question de monsieur ou madame Brasseur. Que comprend exactement la revue énergétique ? Alors, la revue énergétique, ça va être une analyse sur, ça peut être un audit énergétique, donc comment est-ce que votre bâtiment il va se comporter, une analyse sur ses consommations, ses productions, la façon dont il distribue, ça peut
ça peut avoir une profondeur plus ou moins importante. Et il va aussi y avoir le rappel des objectifs fixés dans la politique énergétique et du coup le récapitulatif des actions qui ont été portées pour voir si les performances et les évolutions sur le bâtiment coïncident avec les objectifs et la politique énergétique qui a été fixée. Merci. Autre question, donc bien évidemment, hein, on a compris qu'il y avait toute une question de collecte des données hein, au niveau, en ce qui concerne les bâtiments. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux collectivités pour justement faciliter la collecte de données ? Alors, il n'y a pas forcément de conseils clés, hein. L'idée, c'est de récupérer un maximum de données. Plus vous récupérez de données, plus vous pouvez les confronter et du coup les fiabiliser. Donc, c'est comme ce qu'on a vu. La difficulté, c'est les différents formats, la complexité des données. Après, oui, comme je dis, il n'y a pas forcément de clé. Récupérer un maximum. Voilà, il n'y a pas forcément de clé de succès par rapport à ça. C'est vraiment tout va se jouer dans le traitement de la donnée, de la centralisation et la fiabilisation de la donnée par la suite. Effectivement, et je pourrais compléter en disant que, comme on en a parlé tout au long de ce webinaire, c'est vraiment de l'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire qu'on peut récupérer dans un premier temps des données de base sur les consommations d'énergie, sur les molécules, donc les compteurs, etc. Et faire des premières actions sur les usages, etc., des premiers travaux sur la régulation pour améliorer notre bâtiment. Après, dans un deuxième temps, effectivement, une fois que vous auriez plus d'expérience, vous pourrez expérimenter le sous-comptage pour aller voir plus précisément et définir les usages sur votre bâtiment en fonction des consommations d'énergie. Et là, engager des actions qui pourraient être plus ciblées et plus efficaces. Donc voilà, c'est pour que ça soit plus facile, ça peut être dans plusieurs couches. D'abord le comptage des énergies primaires, puis après le sous-comptage pour avoir les usages différenciés. Merci. Alors justement, vous avez parlé de centraliser la donnée. Est-ce que vous préconisez d'avoir un référent en interne qui justement s'occupe de façon globale hein, de ce projet-là, mais qui pourra aussi impulser cette dynamique en interne ? Alors oui, l'idée, c'est pas de se disperser parce que déjà que vous avez des sources complexes et en plus on multiplie les références, ça va rajouter encore en complexité. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on met en place des process pour faciliter l'intégration de l'ensemble de ces données. Donc, il y a des formats déjà un peu types. On vous aiguille également dans comment aller chercher la bonne donnée, où est-ce que vous pouvez la trouver. Et donc, tout ça mis en place fait qu'on arrive à récupérer énormément de données et de la centraliser et du coup de la fiabiliser. Et oui, effectivement, pour les références, c'est vrai que c'est une condition nécessaire et primordiale à la réussite sur chaque bâtiment de la transition énergétique, c'est d'avoir des référents et même des équipes dédiées pour mobiliser à la fois les communautés techniques, donc avec le responsable technique, tous les prestataires ou sous-traitants, les agents de maintenance, etc. Et aussi les occupants pour vraiment les mobiliser sur l'adhésion et puis changer les comportements et les usages. Et c'est vrai que oui, avoir un référent sur site, c'est vraiment une des conditions nécessaires et primordiales à la réussite d'un projet de transition énergétique sur les bâtiments. Merci. Et alors, question d'un point de vue RH, donc j'ai deux questions là qui se recoupent, donc je vais vous partager les deux questions. Donc, la première de monsieur ou madame Brasseur, combien de TP à consacrer à cette démarche et quel temps consacrer? Et alors, question de Louis Sablonnière, est-ce que vous avez une idée du temps et du coût à prévoir pour équiper un bâtiment moyen en capteur? Eh bien là, c'est tout ce qu'on a présenté. L'idée, c'est de déjà bien connaître, bien comprendre son bâtiment. On pense qu'il n'est pas nécessaire d'équiper son bâtiment en capteur ou de développer énormément de technologies sur un bâtiment
si votre bâtiment ne fait que 500 mètres carrés et qu'il a 1 000 € de facture énergétique. Parce que du coup, l'investissement des capteurs ou de toute la procédure qui va être mise en place va être très conséquente par rapport au potentiel d'économie que vous pourriez faire. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de catégoriser les établissements par catégorie. Je me répète un petit peu, mais c'est quand même ça l'idée. Et de mettre l'investissement nécessaire selon cette catégorie. Donc, si votre bâtiment est très consommateur, il est peut-être nécessaire d'être très fin dans l'analyse de la donnée et donc d'équiper correctement le bâtiment. Par contre, si il a une facture très faible, peut-être qu'un suivi, juste une restitution des consommations au niveau mensuel énergétique multifluide pourrait suffire pour faire prendre conscience de comment consomme le bâtiment et naturellement, vous aurez déjà des actions qui vont vous venir en tête pour améliorer la performance énergétique de votre bâtiment. D'accord. Et alors, du coup, comme la question le soulignait, est-ce qu'il y a des préconisations justement pour mener à bien cette démarche-là en termes de moyens humains et financiers? Ou est-ce que c'est adapté à tout type de collectivité? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là, puisque, comme vous le savez, on a aussi des collectivités très différentes qui nous regardent aujourd'hui. Du coup, la plateforme, on pense que c'est totalement adapté aux collectivités parce que vous allez pouvoir adapter l'arbitrage. Enfin, vous allez pouvoir mettre en place des moyens adaptés selon les bâtiments. Après, donner un ordre de grandeur par rapport à l'équipement qui doit être mis en place, ça, tout va dépendre de l'état du bâtiment, de son profil. Donc, si on voit qu'il est complètement en dérive, voilà, on va peut-être aller, comme le disait Mathieu, jusqu'à du sous-comptage pour vraiment avoir de la répartition par usage et se dire, peut-être que dans ce premier plan d'action, on va vraiment s'intéresser au chauffage. Une fois que le chauffage sera rétabli, que toutes les mesures seront réglées, c'est de se relancer sur l'éclairage. Mais peut-être que sur une autre collectivité, les problématiques ne seront pas les mêmes. Peut-être qu'on va plus s'intéresser sur de la sensibilisation parce que les personnes font remonter des problématiques. Donc, il y aura chaque collectivité aura ses problématiques et donc la plateforme essaye d'être assez large pour pouvoir répondre à chacune de ces problématiques. Et je compléterai ce que dit Thomas. En fait, chaque parc immobilier a ses spécificités. C'est-à-dire, dans une collectivité, vous pouvez avoir différents types de parcs et à la collectivité de déterminer les parcs préférentiels. La plateforme, comme le soulignait Thomas, est importante quand on commence à avoir un parc de une dizaine de bâtiments, puisqu'il y a tellement de données. On l'a évoqué tout à l'heure. On a un exemple avec juste les capteurs IoT qui nous fait remonter 22 millions de données. Donc, à la mano, sous Excel, c'est vraiment très difficile de pouvoir analyser finement les usages. Le but du pilotage, c'est d'analyser les usages pour pouvoir ensuite mettre en place des actions. Et effectivement, quand on se pose les questions, on va dire matérielles de la nécessité des ETP ou la nécessité des équipements, la première chose à faire, c'est de travailler un audit de l'ensemble des parcs, voir ceux qui sont prioritaires et, comme l'a dit Thomas au début, établir en fait une cartographie de ces bâtiments par type de bâtiment et type de comportement de bâtiment. Et ensuite, une estimation sera faite des coûts et du temps. Tout va vraiment dépendre du comportement des bâtiments, de ses caractéristiques, que ce soit pour des petites collectivités ou des grandes collectivités. Toute collectivité qui voudra mettre en place un vrai programme de transition énergétique devra passer par une analyse intelligente de son bâtiment pour déterminer les profils, les types de consommation et ensuite pouvoir outiller une plateforme et des référents. Alors effectivement, et pour compléter ça, je dirais qu'en plus d'avoir besoin cet investissement de temps, en plus de dépendre de la complexité de votre parc de bâtiments, il va dépendre aussi de votre politique énergétique que vous vous fixerez.
et des objectifs que vous voulez atteindre. Donc, c'est là aussi que l'investissement de temps, il va être plus ou moins important. Vraiment, même dans la démarche de certification ISO, qui est quand même un gage de qualité dans le management de l'énergie, c'est vraiment le bâtiment qui se certifie, c'est lui qui décide, qui fixe ses objectifs, qui ne peuvent pas être moins contraignants que la loi, mais c'est lui qui fixe ses objectifs et du coup qui va en conséquence investir du temps pour instrumentaliser ces bâtiments. Mais l'initialisation du projet, il peut être très rapide parce que quasiment tout est télérelevé. Il y a l'installation de capteurs IoT. On peut commencer à récupérer les données sur les portails des fournisseurs. Et aussi, tous les bâtiments qui reçoivent du public ont des contrats de maintenance avec des rondes techniques. Donc, pour les relevés d'index et l'homogénéisation et le recroisement de certaines sources, tout est quasiment automatisé. Voilà. Comme dit Mathieu, tout vraiment va dépendre de la politique active, de la volonté de la collectivité à s'engager dans la transition. Merci. Et alors, autre question de Cathy Bréhin. Est-ce que la mise en place de cet outil est subventionnée par la Banque des Territoires et le cas échéant, par quel processus? Alors là, on sèche un peu. Mais est-ce qu'on pourrait effectivement on va préparer notre réponse et vous l'envoyer, savoir les différents moyens de financement de cet outil. Alors, l'outil en lui-même, je ne sais pas. En revanche, certaines actions sont effectivement financées. Mais pour être vraiment précise, nous vous proposons, Alicia, de travailler une fiche avec les financements possibles liés à ces actions. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord et surtout, je le veux bien parce que je pense qu'effectivement, c'est un argument déterminant et c'est toujours bien en fait de savoir quelles sont les aides à notre disposition pour justement engager ce type de démarche. Absolument. Je sais qu'il y a des démarches de financement pour aider à l'ISO 50001, qui est la certification. Le l'INTRATING également va pouvoir rentrer en ligne de compte. Ce ne sont pas des financements directs de l'outil, mais les financements vont se porter sur des projets. L'outil étant une aide à ce qu'on mesure les actions que les projets ont été… excusez-moi. La plateforme va permettre de mesurer l'impact des actions réalisées. Et c'est ces impacts-là qui sont financés. Donc, mais je vous promets une fiche à l'issue de ce webinaire sur les différents moyens de financement des outils de performance énergétique. C'est peut-être même un webinaire, hein, Alicia? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben voilà, c'est ce que j'allais vous proposer parce que pour plusieurs raisons en fait. La première raison, c'est que je pense aussi que ça peut être bien de présenter ces offres et surtout comment est-ce qu'on y accède. Ça, je pense que c'est aussi très important parce que parfois, on a aussi besoin d'être accompagné pour justement effectuer la démarche. Et puis aussi, tout simplement, en fait, permettre aux participants de poser leurs questions et de pouvoir y répondre en direct, toujours dans l'optique de la démarche. Alicia, le rendez-vous est pris. On vous fait un webinaire sur tous les moyens de financer la transition énergétique pour les collectivités locales. Ça, je suis complètement partante. Il n'en restera plus en tout cas qu'à caler la date. Mais voilà. En tout cas, si les autres sont d'accord également, on est parti. Je leur laisse le soin de nous partager leur avis, mais je pense qu'ils seront effectivement d'accord. Ça reste un sujet qui est relativement très demandé. OK. Alors, et donc oui, voilà, on me dit que c'est une bonne idée, donc je n'en doute pas. Merci en tout cas pour vos retours. Et alors, autre question, donc vous travaillez avec des collectivités. Est-ce que à ce stade, vous avez déjà eu des retours de collectivités que vous pouvez nous partager sur des choses qui fonctionnent très bien, qui sont vraiment bien, qui leur ont vraiment été utiles?
Enfin voilà, un petit peu savoir quels sont les retours des collectivités avec lesquelles vous travaillez par rapport à cet outil, par rapport au SME. Voilà, pour un peu, encore une fois, donner envie par rapport à l'ensemble de cette démarche. Alors, on travaille avec quelques collectivités locales. Je ne cite pas encore de nom parce qu'on commence à mettre en place les différents dispositifs. Comme évoqué précédemment, les collectivités nous missionnent sur certains de leurs parcs immobiliers. Et à partir de là, nous allons procéder aux audits, cette fameuse cartographie dont on vous a parlé, pour identifier les actions prioritaires. Je laisse la parole à Thomas pour être plus précis sur le sujet, mais on va dire que la méthode est toujours la même. On va d'abord auditer, déterminer en fait les profils énergétiques des différents parcs et ensuite établir des mesures, collecter ces mesures et ensuite, avec ces mesures, on peut faire ces actions de transition énergétique qui soient appropriées. Parce que l'idée, et c'est vraiment ce qu'on voulait vous faire passer dans ce webinaire, c'est que pour pouvoir réaliser les vraies économies et pouvoir vraiment agir, il faut pouvoir savoir à partir de quoi on doit agir, à partir de quelles mesures on va agir et quelles actions vont avoir des vrais impacts. Ça ne sert à rien d'agir pour agir sans mesurer avant et après les actions qu'on va mettre en place. Mais Thomas, je te laisse compléter ça de façon plus technique. Après, de manière plus technique, oui, ce qui fait la différence, c'est vraiment cette centralisation de données. Les collectivités arrivent à avoir des restitutions claires pour eux de leur côté, adapter leur stratégie énergétique. Ils arrivent, parce que certaines ne sont pas forcément matures sur le sujet, donc grâce à ces restitutions, ils arrivent à se fixer des objectifs. Et le côté accompagnement aussi de toute la procédure qu'on leur propose fait la différence. Tout le package également animation pour faire prendre conscience à l'ensemble des référents, mais ça peut également être jusqu'à l'animation des occupants, faire prendre conscience de pourquoi cette stratégie est mise en place, quels sont les enjeux. Et donc, l'ensemble de ces étapes font que c'est assez apprécié du côté des collectivités. Et je rajoute qu'effectivement, quand ils ont les mesures, ils peuvent comme ça alimenter leur prospective et pouvoir identifier les financements nécessaires à l'animation de communauté ou d'intervenir sous la forme de travaux ou de rénovation. C'est sûr que quand on a dans une prospective des chiffres de départ et les chiffres d'arrivée, c'est beaucoup plus précis à mettre dans ces prospectives. Donc, les collectivités apprécient d'avoir des chiffres vraiment précis pour pouvoir voter les budgets nécessaires. Et aussi d'un point de vue un peu plus maintenance, un retour très, très récent sur une collectivité, le référent de l'établissement me disait moi, je ne suis pas du tout mainteneur, j'ai des connaissances dans la maintenance des équipements, mais je n'arrive pas forcément à connaître, à savoir, à me rendre compte est-ce que la maintenance est bien réalisée ou non. Parce que du coup, il fait confiance à son mainteneur qui lui remplit des fiches, mais voilà, avec la plateforme, il arrive à faire son suivi et du coup, par lui-même, il arrive à juger si la maintenance a été correctement réalisée ou pas. Alors après, ce n'est pas non plus de faire… la plateforme ne remplace pas le mainteneur, mais en tout cas, c'est d'apporter un suivi et un pilotage de l'ensemble des personnes qu'il peut y avoir sur le terrain. Et alors justement, comment impliquer les élus dans cette démarche ? Alors, il y a deux cas de figure. Soit ce sont les élus qui eux-mêmes impulsent la démarche. Et je pense que ça, c'est un cas de figure qui, avec les dernières élections qu'on a vécues,
montre qu'il y a une vraie vague verte et que les élus vont impliquer tout le monde dans cette démarche. Donc, les élus vont être moteurs dans cette démarche. Et je pense que l'exemplarité des collectivités impliquées par la démarche vont convaincre les collectivités moins impliquées, les élus des collectivités moins impliquées par la démarche à le faire. Le côté exemplaire est très important, que ce soit pour les organismes publics comme les entreprises, mais pour les organismes publics, je pense que c'est encore plus important. Les élus sont de plus en plus impliqués par conviction et par la nécessité de faire quelque chose pour le futur. C'est des choses qui sont, on l'a vu avec Mathieu, réglementaires, financières, mais il y a quand même un enjeu de futur là-dedans. Et quand on est un élu, on est impliqué au futur de ses administrés. Donc, je pense que l'élu est un moteur naturel. Après, s'il ne l'est pas, peut-être d'autres élus de circonscriptions voisines le seront, donc ça l'influencerait. Et ensuite, quel élu ne peut ne pas être sensible à l'avenir de ses administrés? J'ai envie de vous répondre je pense qu'un discours de conviction de la part des DGS va suffire, ou on va dire une remontée des administrés dans leur volonté d'améliorer la transition énergétique de leur territoire. Au-delà du réglementaire, parce qu'il y a quand même des éléments réglementaires qui entrent en compte, comme le décret tertiaire, dont peut-être vous avez entendu parler, dont les premiers retours, les premières données sont à inscrire sur Opera dès septembre 2021. Et les collectivités sont en première ligne. Elles doivent vraiment montrer l'exemple. Tous les acteurs du territoire, tous les acteurs privés du territoire. Effectivement, pour compléter, je dirais qu'une fois que la volonté est acquise, il faut que ces élus puissent se sentir, avoir les moyens d'agir. Donc, l'outil et la plateforme, c'est un moyen, mais aussi il y a toute une partie d'accompagnement et de sensibilisation, ou en quelque sorte éducation à qu'est-ce que c'est que l'énergie dans le bâtiment, comment ça s'utilise en fonction des saisons, etc. Donc, il y a vraiment une partie d'accompagnement pour une montée en compétences, pour savoir ce qu'on peut attendre de son mainteneur, et puis de savoir analyser et s'approprier les résultats pour sentir que les actions, elles ont eu un impact, et c'est toujours beaucoup plus gratifiant de pouvoir se sentir en mesure d'agir en fonction de ses convictions et de ses volontés, et de voir qu'en plus, ces actions, elles ont un impact. Absolument, on est sûr de passer de l'idée, l'intention à l'action. Voilà, et d'où l'intérêt aussi de c'est une fois qu'on a... Pardon ? D'où l'intérêt aussi de mesurer les actions. Absolument. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Je suis bien d'accord. Alors, question de Laurent Dussac. Est-ce que vous seriez en mesure de vous engager sur un niveau d'économie sur un patrimoine immobilier avec partage des économies et pénalité? Alors, un contrat de performance énergétique, ça ne s'engage pas à ce niveau-là. La prestation d'études et de conseils, elle permet de pouvoir s'outiller pour suivre soi-même ses objectifs, sa politique. C'est vraiment quelque chose qui est important dans tout projet de transition énergétique et d'optimisation énergétique. Il faut vraiment que l'engagement ils viennent du bâtiment et des occupants des bâtiments. Un contrat de performance énergétique, ça se signe plutôt avec son équipe de mainteneurs sur place. Donc, vous définissez vos objectifs, votre politique, etc. Vous pouvez avoir une prestation d'études, de conseils, d'accompagnement pour avoir les outils, les compétences, les connaissances, et puis des analyses. Mais pour ce qui est de la mise en place opérationnelle sur site, ça dépend plus d'un contrat de performance énergétique avec les occupants et le mainteneur. Après, je ne sais pas, vous l'avez sûrement vu passer dans les slides, la plateforme permet également d'avoir un objectif d'économie. Donc, par exemple, l'organisme, l'élu veut 10% d'économie sur l'ensemble de son parc. Et nous sommes en mesure de mettre en perspective, dans les conditions actuelles et en fonction des mesures qu'on a relevées, comment on peut arriver à ces 10%.
50%, à quel endroit chaque site, à quel moment et à quel moment de la trajectoire chaque site se situe par rapport à l'objectif global. Donc effectivement, quand l'ensemble des acteurs impliqués a en visuel des objectifs, enfin en visuel, en conscience et en rappel les objectifs qu'il doit atteindre, c'est aussi par la visualisation une façon d'amener les personnes impliquées vers ces objectifs. Mais les contrats les engagements sur les résultats, c'est pas le principe. Le principe, c'est de mettre tous les moyens en œuvre pour que chaque collectivité ait les moyens de réaliser les économies. Merci beaucoup pour ces réponses. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'autres questions, donc j'invite une dernière fois les participants à nous faire part de leurs questions s'ils en ont encore, puisque la conférence va pas tarder à se terminer. En attendant, moi, je me tourne vers vous pour savoir si vous avez aussi envie de dire un petit mot de conclusion, de laisser un dernier message à nos participants du jour par rapport aux différents échanges qu'on a eus cette matinée et aussi bien évidemment par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Alors, je vais conclure. C'est le moment d'agir. Les administrés l'attendent. Ce qu'on a vu aux élections est éloquent. C'est le moment d'agir et de commencer à agir, même avec un tableur Excel. Dire que, comme disait Thomas tout à l'heure, si vous commencez, ou même Mathieu, commencez par un bâtiment, commencez par 2 bâtiments, impulsez la mesure de vos consommations. Et dans cette impulsion, au fur et à mesure, les réflexes s'installent, les besoins d'informations complémentaires se font sentir. Commencez dès maintenant, le décret tertiaire arrive, c'est déjà en septembre, on a les objectifs de moins 40% dès 2030, moins 50% 2050 et moins 60%. Ensuite, donc en 30 ans, on doit réduire de 60% les consommations de ces bâtiments. Donc, il faut commencer et même commencer par un Excel, quoi. Je veux dire, commencer la démarche, commencer à l'implémenter, même de la façon la plus petite qui soit, mais l'impulsion doit être commencée. Et ensuite, on apprend en marchant. Et puis, une plateforme, que ce soit celle de Sobre ou une autre, mais une plateforme est nécessaire parce que plus on veut mesurer, plus les données sont importantes, plus on veut mesurer les impacts, plus on a besoin de plateformes. Voilà. Donc, commencer même à une petite échelle. Ce serait notre message. Merci beaucoup Sylvie. Est-ce que d'autres ont également envie de rajouter un dernier mot? Non? Donc, écoutez, comme je le disais, pas d'autres questions visiblement. Donc, en attendant, encore une fois, à tous les participants, sachez qu'on reste disponible. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent dans le cours de la journée, ce week-end ou même dans 2 mois, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail et bien évidemment, je me ferai un plaisir de transmettre vos questions donc, à l'équipe de Sobre Énergie et même aussi donc, à la Banque des Territoires. On a bien noté un rendez-vous dédié aux aides disponibles, donc aide financière, je précise, par rapport à la thématique du jour. Et puis, comme Sébastien l'a dit en introduction, donc vous le savez, on est dans le cadre d'un cycle de webconférences et la 3e webconférence aura lieu le 1er octobre. La fiche de la webconférence fera son apparition d'ici peu. Donc voilà, surveillez la plateforme et puis vous pourrez de toute façon vous y inscrire très prochainement et moi je vous en informerai aussi par email. Donc, écoutez, voilà, me reste plus qu'à vous remercier aussi bien donc, les intervenants pour la qualité de votre intervention d'aujourd'hui, les participants pour votre présence.
Et puis, écoutez, on est le 10 juillet, donc voilà, c'est la dernière webconférence du réseau énergie avant les congés d'été. Donc, on se retrouvera dès début septembre pour de nouvelles aventures. Et puis, en attendant, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, bien évidemment de très belles vacances. Et puis, on se retrouve dès septembre. Donc, voilà, à très bientôt sur le réseau énergie. Au revoir. Merci à tous, au revoir.